Chers téléspectateurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de cette troisième édition d'Atmosphère qui s'intéresse aujourd'hui à un thème ô combien d'actualité, celui des finances publiques. Les interrogations en la matière sont pressantes et les réponses ne sont pas si faciles que cela à formuler lorsqu'on sait que la dette publique en France est passée de 20% du PIB en 1980 à près de 90% aujourd'hui. Et si pour sortir de cette spirale infernale, il était temps de penser et d'agir autrement, c'est le fil conducteur de cette troisième édition d'Atmosphère. Jean-Marie Meunier, bonjour. Vous êtes professeur au Centre d'économie de la Sorbonne et vous vous êtes livré, dans le dernier numéro de la revue Pouvoirs locaux, à une enquête historique sur l'évolution du débat fiscal. En fait, vous avez étudié la façon dont, dans l'histoire, nous avions répondu à la question comment partager l'impôt entre les contribuables et quels sont les critères de la plus juste répartition. Alors vous avancez que deux doctrines s'affrontent au fil de l'histoire. Alors ma première question, ce sera lesquelles? Et aujourd'hui, où se situent ces deux doctrines? Est-ce que l'une l'emporte sur l'autre? Est-ce qu'il y a des mouvements? Et quelles conséquences peut-être pour notre perception de ce qu'est la justice fiscale? Alors ces deux doctrines, elles sont anciennes. On en retrouve bien sûr des traces dès le Moyen-Âge, je dirais. C'est d'une part la doctrine dite du bénéfice, qui consiste à considérer que l'impôt sera une forme de quasi-prix que l'on paye pour les services publics que l'on consomme, pour la protection dont on bénéficie de la part de l'État, et donc l'impôt serait le produit d'une équivalence entre les biens, les services consommés et les montants acquittés. Ça, c'est la première doctrine. La seconde doctrine, elle, considère que l'impôt ne doit pas être dérivé de la partie dépenses du budget en quelque sorte, mais doit trouver son fondement dans ce qu'on appelle les facultés contributives. Bien évidemment, il faut ensuite déterminer ce que sont ces facultés contributives, et on a là une partie du débat récent sur la question, par exemple, faut-il ou pas un impôt sur la fortune, complémentaire ou pas de l'impôt sur le revenu, etc. Avec ces deux doctrines, on a, je crois, l'évolution du débat fiscal en France, mais pas seulement en France, au plan international, qui s'est développé depuis des siècles. Et si la doctrine du bénéfice l'a de fait emporté pendant très longtemps, le 19e siècle est le moment où s'effectue très précisément le clivage et le déport vers les facultés contributives, et le 20e siècle est la grande période, je dirais, de triomphe de la doctrine des facultés contributives. Ces dernières années, il semble, au moins au plan doctrinal et dans les textes, qu'on ait un retour vers la doctrine du bénéfice, y compris dans l'expression, je dirais, des contribuables individuels, etc. Pourquoi? Parce que derrière l'une ou l'autre, quels sont les enjeux? C'est des enjeux qui touchent, par exemple, à la place de la contrainte. Le droit fiscal est un droit qui fait usage de la contrainte. Quel est le niveau de la contrainte admissible, supportable? Quels sont les services publics, les biens qui doivent être mis en œuvre, on dira, par les administrations publiques? Quel est le rapport entre l'État et les citoyens? Et finalement, est-ce que l'impôt n'est pas fondateur de ce lien de citoyenneté? Voilà, vous avez là, il me semble, des enjeux importants du débat fiscal aujourd'hui, qui trouvent leur origine, en tout cas qu'on voit déjà évoquer dans les débats antérieurs sur la question de la justice fiscale, c'est-à-dire trouver un critère de répartition considéré comme juste de répartition de la charge fiscale. Voilà. Merci professeur. Alors on va se retourner vers Jean-Pierre Baligan et revenir sur ce que vous venez de dire. Jean-Pierre Baligan, vous êtes coprésident de l'Institut de la décentralisation et depuis quelques semaines, vous présidez le comité d'orientation de la Banque Postale.
Est-ce qu'en matière de finances et de fiscalité locale, il est temps de penser et d'agir autrement, sachant que simultanément, on se prépare et on prépare un nouvel acte alors, de décentralisation, en tout cas de modernisation de l'action publique, qui, je pense, ne peut pas se séparer d'une réflexion sur la fiscalité et les finances publiques locales. Oui, enfin, on peut presque le séparer, puisqu'il y a à résoudre depuis déjà quelques années la question de la fiscalité locale. Puisqu'en fait, il y a un débat en France depuis un certain temps et sur l'autonomie fiscale et l'autonomie financière. Ce débat est intervenu dans le cadre, bien évidemment, de la révision constitutionnelle, où là, on a bien vu que les débats sémantiques n'étaient pas si neutres que ça sur les capacités, sur l'autonomie. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des ressources propres, la définition de ressources propres, après sur le qualificatif qui déterminant, prépondérant, etc. Donc, pour le citoyen lambda, on ne comprend strictement rien, sauf que derrière cette question, il y a en fait une vraie question qui est est-ce que les collectivités locales françaises, c'est-à-dire collectivités locales plus établissements publics, l'intercommunalité n'est pas une collectivité mais lève l'impôt direct, donc on a un niveau communal, un niveau intercommunal, un niveau départemental, un niveau régional. Ces niveaux-là, est-ce qu'ils ont des capacités, est-ce qu'on leur octroie des capacités de levée d'impôts, ou est-ce qu'on est dans un système où c'est plutôt par dotation de l'État qu'on résout leur autonomie. C'est pas la même chose, parce que d'un côté il y a l'autonomie financière, c'est la dotation, on peut considérer que à charge correspondant, par exemple, l'État dit vous allez vous occuper de l'exclusion sociale, du RSA, il le dit au département. Vous, département, vous allez vous occuper du vieillissement de la population, c'est l'APA, et vous allez vous occuper de la prestation compensation handicap. Ces critères, c'est moi qui les fixe, moi l'État, par la loi, qui est une et indivisible, comme la République. Et par conséquent, vous êtes un guichet qui devait mettre l'argent correspondant aux normes que j'ai fixées. Dans ce cas-là, on peut très bien envisager que l'État dote cette collectivité, qui en fait est un guichet de normes étatiques, de moyens correspondants. Sauf que même cela n'est plus d'actualité, puisqu'on voit bien que depuis de nombreuses années déjà, il y a un décalage substantiel entre la somme allouée par l'État en temps réel et la dépense. Et donc, pour le moins, le département, le conseil général est obligé de faire la trésorerie de l'État, avec le coût que ça induit. Et en même temps, depuis la loi sur la réforme de la taxe professionnelle, c'est-à-dire la loi de finances pour 2010, il y a eu une modification non seulement de l'impôt économique local, mais de l'ensemble de l'architecture des impôts, puisque la région n'a plus d'impôt local. Elle avait le foncier bâti, elle ne l'a plus. Elle avait une partie de la taxe professionnelle, elle ne l'a plus. Elle a l'impôt qu'on appelle la contribution sur la valeur ajoutée, mais le taux est fixé par l'État. Donc la région, par exemple, est une collectivité qui n'a plus la liberté de voter un taux d'imposition locale, puisqu'elle n'a plus le moyen d'agir sur ces impôts, elle n'a plus le droit. Le Conseil général n'a plus la taxe d'habitation, c'est descendu au niveau communal et intercommunal, il n'a plus possibilité d'agir au niveau des taux que sur le foncier bâti. Seul le niveau local, c'est-à-dire commune et intercommunalité, ont encore un niveau d'autonomie et de fixation des taux relativement large. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a ce débat, même avant les nouveaux textes, est réellement d'actualité. C'est-à-dire, est-ce que l'État décide, en restreignant ce que l'État a fait depuis 2010, il a restreint l'autonomie des régions, quasiment totalement, des départements de manière substantielle, tout en laissant encore un niveau d'autonomie proche de 50%, d'autonomie fiscale, au bloc communal. Donc ça, c'est la première grande question qui, aujourd'hui, est posée. Et est-ce que la réponse est un partage des impôts nationaux par rapport au domaine de compétences, par exemple? Je pense que... Alors, ça, c'est oui. La réponse, c'est oui, parce que
à côté de l'imposition, il y avait les dotations d'État, ce qu'on appelle la péréquation verticale, essentiellement symbolisée d'abord par la dotation globale de fonctionnement, la DGF. Elle stagne pour 2013, mais il est annoncé qu'elle diminue de 750 millions en 2014 et de la même somme en 2015, pour une population qui s'accroît globalement, et avec une intercommunalité qui se développe et où il y a un système de bonification en quelque sorte de la DGF s'il y a des structures intercommunales qui se développent. C'est le cas. Par conséquent, on voit bien qu'il y a un problème. C'est-à-dire que si on diminue les sommes, globalement le volume, les parts respectives vont diminuer, selon quels critères, etc. Donc cette question est posée. Il n'y a pas seulement la question des impôts dont j'ai parlé antérieurement, il y a la question des dotations de l'État. Il ne reste plus à ce moment-là que la péréquation dite horizontale, c'est-à-dire le fait qu'on prend aux communes plus riches pour redonner aux collectivités plus pauvres. Mais ça ne peut se faire que, je dirais, de manière marginale. Grosso modo, si on va à 1 milliard d'euros en quelques années, en 4 ans, en 4 ans ou 5 ans, ça serait une grande réussite, une grande ambition. Ça ne fait que 2% des ressources des collectivités. Donc ça veut dire, pour être très clair, que ça ne suffira pas. Il faut donc revisiter le problème de l'architecture des impôts d'État, ce qui existe. L'Allemagne, par exemple, elle a une affectation d'une partie des ressources des impôts d'État aux collectivités. Donc nous, il faut qu'on revoie tout ça, ne serait-ce entre nous que la taxe d'habitation et le foncier bâti, qui sont sur des assiettes complètement obsolètes, mais complètement obsolètes, c'est complètement archaïque. Est-ce qu'il ne faut pas introduire des critères de revenus, inversement proportionnels à la richesse, enfin on peut trouver tous les dispositifs qu'on veut, et quelque part il faut qu'il y ait des dotations, soit par rapport aux revenus, et à ce moment-là, est-ce que c'est la peine d'inventer des nouveaux impôts, ou est-ce qu'il ne vaut mieux pas qu'il y ait une partie de l'imposition nationale qui soit affectée? Ça se double d'un dernier problème. Si par exemple les conseils généraux ont comme vocation, ce qui est probable, en dehors des grandes agglomérations, qui pourraient être totalement autonomes et faire le lien social elles-mêmes, si le conseil général a comme vocation bien évidemment de créer le lien social à travers les générations vis-à-vis de l'exclusion, vis-à-vis des handicapés, je pense que la question de la CSG, d'une partie de la CSG, qui est bien un impôt national, devra être vue, parce que je ne vois pas comment on va assurer au Conseil généraux, devant l'explosion du coût de l'exclusion sociale, du coût du vieillissement de la population, je ne vois pas comment on pourrait assurer des dotations suffisantes pour répondre tout simplement aux critères et aux normes fixées par l'État. Donc voilà, c'est cet enjeu-là, et c'est un petit peu ce qu'on a essayé de dire aussi dans ce numéro, parce qu'il y a une exigence de revisiter non seulement l'architecture fiscale, mais le système des dotations, et probablement de voir quel est le niveau de dotation de fiscalité d'État qu'il faudrait affecter directement aux collectivités en fonction des missions qui leur sont assignées. Messieurs, merci à vous. Nous espérons que cette émission vous aura donné envie de lire le dernier numéro de la revue Pouvoirs Locaux, que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies. Bonne lecture, bonne fin d'année, et donc à l'année prochaine pour partager de nouvelles atmosphères. À bientôt.